La surprise finale d'Alberto dépassa toutes les attentes que Carmen et Isabella avaient pu avoir. Cet après-midi-là, après le procès, il les emmena dans sa voiture privée jusqu'à la périphérie de la ville, où s'élevait un bâtiment complètement neuf qu'Isabella n'avait jamais vu auparavant. Il était moderne, coloré, avec de beaux jardins et un énorme panneau qui disait « Centre de protection familiale Isabella Moral », où aucun enfant ne sera séparé injustement d'une famille aimante. « Qu'est-ce que c'est, grand-père Alberto ?» demanda Isabella les yeux écarquillés. Alberto sourit tendrement. « C'est ton héritage, petite. Un endroit où des familles comme la vôtre n'auront plus jamais à traverser ce que vous avez vécu. Ici, il y aura des avocats gratuits, des psychologues spécialisés, des travailleurs sociaux honnêtes et un système de protection qui protège vraiment les enfants au lieu de leur faire du mal. » Carmen resta sans voix quand Alberto lui montra une plaque dorée à l'entrée principale. Fondée par Isabella Moral, 9 ans, dont l'acte de bonté envers un inconnu a démontré que l'amour vainc toujours la haine et que la justice vainc toujours la corruption. Isabella lut la plaque à haute voix, épelant soigneusement chaque mot. Et quand elle eut terminé, elle serra Alberto dans ses bras de toutes ses forces. Mais il y a plus, continua Alberto en les guidant à l'intérieur du bâtiment. Dans le hall principal se trouvait une statue de bronze représentant une petite fille offrant un sandwich à un vieil homme assis sur un banc. C'était la recréation exacte du moment qui avait changé toute leur vie, pour que nous n'oublions jamais que les plus petits actes de bonté peuvent avoir les plus grandes conséquences. Ce soir-là, pendant le dîner de célébration, Isabella posa une question qu'Alberto attendait. « Grand-père Alberto, pourquoi vous êtes-vous déguisé en monsieur pauvre dans le parc ?» Alberto posa sa main sur celle de l'enfant et lui expliqua. Des mois plus tard, la vie d'Isabella et Carmen avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer possible. Elle ne vivait plus dans le petit appartement où avait commencé tout ce cauchemar, mais dans une belle maison avec jardin qu'Alberto leur avait offerte par l'intermédiaire de sa fondation. Carmen travaillait maintenant comme coordinatrice régionale de la fondation Isabella Mendoza, une organisation créée spécifiquement pour protéger les familles vulnérables du type d'abus qu'elles avaient subi. Mais la vraie transformation s'était produite dans le cœur de toutes les personnes impliquées. Isabella, qui avait maintenant 9 ans, était devenue une petite ambassadrice de bonté, visitant les écoles pour raconter son histoire et enseigner aux autres enfants l'importance d'aider ceux qui en ont besoin. Son fameux sandwich de la bonté était devenu un symbole national de la façon dont un acte simple d'amour peut changer le monde. Alberto, pour sa part, avait trouvé en Isabella et Carmen la famille qu'il avait perdue des années auparavant. Chaque dimanche, ils déjeunaient ensemble et il était devenu le grand-père adoptif qu'Isabella n'avait jamais eu. Grand-père Alberto, comme elle l'appelait, lui avait enseigné que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans l'utilisation de cet argent pour protéger les innocents et punir les méchants. Le matin de l'audience finale contre le réseau de corruption, Isabella demanda à Carmen « Maman, les méchants messieurs vont rester longtemps en prison. » Carmen sourit et caressa les cheveux de sa fille. « Oui, mon amour. Ils vont y rester assez longtemps pour réfléchir à tout le mal qu'ils ont fait et avec un peu de chance pour se repentir vraiment. » Au tribunal, Alberto observa avec une satisfaction silencieuse comment on lisait les sentences. Roberto Maldonado, 25 ans de prison pour trafic de mineurs et corruption. La docteure Castillo, 20 ans pour abus d'autorité et participation à un réseau criminel. Le maire corrompu, 30 ans pour avoir dirigé une organisation criminelle. Donia Esperanza Ruiz, 5 ans pour complicité et calomnie. Chacune de ces sentences représentait la justice non seulement pour Isabella, mais pour les dizaines de familles qui avaient été détruites par ce réseau. Mais le moment le plus émouvant arriva quand le juge demanda à Isabella de s'approcher de l'estrade. Avec sa robe blanche et ses tresses ornées de rubans dorés, elle ressemblait à l'ange qu'elle était vraiment. « Isabella Moral, » dit le juge d'une voix solennelle, « ton acte de bonté envers un inconnu n'a pas seulement changé ta vie, mais a démasqué l'un des réseaux criminels les plus dangereux que cette ville ait connus. As-tu quelque chose à dire ?» Isabella prit le microphone dans ses petites mains et parla avec une clarté qui surprit tous ceux présents dans la salle. « Ma grand-mère me disait toujours que quand nous partageons la nourriture, nous partageons l'amour, mais maintenant je sais que quand nous partageons l'amour, nous partageons aussi la justice. Je veux que tous les enfants sachent qu'ils ne doivent jamais avoir peur d'être bons parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur eux. » Ces paroles résonnèrent dans tout le tribunal et plus d'une personne s'essuya les larmes. Alberto ressentit une fierté si profonde qu'il pensa que son cœur n'entrait plus dans sa poitrine. Cet enfant, qui avait tout commencé avec un simple sandwich, enseignait maintenant au monde entier le pouvoir transformateur de la bonté. Mais l'histoire ne se terminait pas là, car cet après-midi-là même, Alberto avait une surprise finale qui laisserait Isabella et Carmen sans souffle.
Ce qui s'est passé dans les 30 minutes suivantes fut une démonstration de pouvoir que personne dans la ville n'oublierait jamais. À 16h30 exactement, pendant qu'Isabella était encore interrogée illégalement au centre de protection infantile, les lignes téléphoniques de tout le réseau de corruption commencèrent à sonner simultanément. Le premier appel arriva sur le téléphone personnel du maire alors qu'il était en réunion avec des hommes d'affaires étrangers. Maire Rodriguez, ici le président de la République. La voix à l'autre bout était froide comme la glace. J'ai sur mon bureau des preuves que vous êtes impliqué dans un réseau de trafic de mineurs. Vous avez exactement 1 heure pour vous présenter dans mon bureau avec votre démission signée, où le parquet général ouvrira une enquête qui vous mènera directement en prison. Le maire sentit son sang se glacer dans ses veines. Le président, comment cela était-il remonté jusqu'au président? Au même moment, la docteure Castillo recevait un appel du directeur national des services sociaux. Docteur Castillo, vous êtes immédiatement suspendu de vos fonctions. Nous avons des preuves que vous avez participé à des adoptions frauduleuses. La police judiciaire est en route pour vous arrêter. La femme qui, quelques instants auparavant, se sentait intouchable, tremblait maintenant comme une feuille au vent. Roberto Maldonado, le coordinateur du réseau, était dans son bureau en train de compter les gains de la dernière transaction, quand sa porte s'ouvrit violemment. 10 agents du parquet entrèrent à armes dégainés avec des mandats d'arrêt. Roberto Maldonado, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de mineurs, corruption de fonctionnaires publics et association de malfaiteurs. Pendant qu'il y mettait les menottes, Roberto ne pouvait penser qu'à une chose, qui avait assez de pouvoir pour démanteler tout son réseau en quelques minutes. Mais l'appel le plus choquant arriva au centre de protection infantile, où la docteure Vega continuait à faire pression psychologiquement sur Isabella. Le téléphone du directeur sonna et la voix qu'il entendit le fit pâlir instantanément. Ici le procureur général de la nation. Vous avez 5 minutes pour libérer immédiatement Isabella Moral et la rendre à sa mère ou vous serez arrêté comme complice d'enlèvement aggravé. Isabella, qui était restée silencieuse pendant tout l'interrogatoire, leva soudain la tête quand elle vit sa maman entrer en courant. « Maman !» cria-t-elle et courut dans les bras de Carmen comme si elle ne l'avait pas vue depuis des années. Carmen la serra si fort qu'elle pensa ne plus jamais la lâcher. « Mon amour, ma belle petite fille, je suis là maintenant. Tout est fini. » Derrière, Carmen entra un homme qu'Isabella reconnut immédiatement. C'était le monsieur du parc, mais maintenant il portait un costume élégant et avait un sourire qui rayonnait de pouvoir et de sécurité. « Bonjour Isabella. Te souviens-tu que tu m'as dit que maintenant nous étions amis ?» Isabella hocha timidement la tête. « Eh bien, les amis prennent soin les uns des autres et je me suis assuré que personne ne vous fasse plus jamais de mal, à toi ou à ta maman. » La docteure Vega, qui quelques instants auparavant agissait avec une autorité absolue, était maintenant dans un coin en train de trembler pendant que les agents vérifiaient tous les documents d'Isabella. Un des agents s'approcha d'Alberto. « Monsieur Mendoza, comme vous l'aviez prédit, nous avons trouvé des preuves qu'il prévoyait de falsifier les rapports psychologiques pour justifier la séparation permanente de la mineure. » Alberto s'agenouilla devant Isabella et lui parla tendrement. « Tu sais quoi, petite? Je crois que toi et ta maman méritaient des vacances après tout ça. Aimerais-tu connaître la mère ?» Isabella sourit pour la première fois depuis des jours. « Vraiment? On peut y aller, maman ?» Carmen regarda Alberto avec des larmes de gratitude dans les yeux. Elle savait que cet homme avait remué ciel et terre pour sauver sa famille, mais la vraie surprise était encore à venir, car ce qu'Alberto n'avait pas encore révélé était que sa vengeance contre ceux qui avaient fait du mal à Isabella ne faisait que commencer. L'horreur commença quand Carmen arriva chercher Isabella à l'école et découvrit que sa fille n'y était plus. La directrice, avec une expression de fausse préoccupation, lui expliqua que des agents des services sociaux étaient venus avec un ordre judiciaire pour emmener l'enfant pour sa propre sécurité. Carmen sentit comme si on lui avait arraché le cœur de la poitrine. « Où est ma fille? Où est Isabella ?» cria-t-elle désespérément. Mais la directrice ne put que lui montrer des documents officiels qui autorisaient la protection temporaire de la mineure. À ce moment de désespoir absolu, le téléphone de Carmen sonna. C'était Alberto. « Carmen, respire. Je sais ce qui s'est passé. Isabella est au centre de protection infantile dans la zone nord. J'ai des équipes qui surveillent tout. Elle va bien. Elle a peur, mais elle va bien. » Carmen s'effondra contre le mur en pleurant incontrôlablement. « Alberto, ils ont ma petite fille. Ils l'ont et je ne sais pas comment la récupérer. Écoute-moi très bien. » La voix d'Alberto était ferme mais réconfortante. « Isabella sera de retour à la maison ce soir. Je te le promets, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je vais te dire. » Carmen hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. À ce moment-là,
Elle aurait suivi Alberto jusqu'au bout du monde si cela signifiait récupérer sa fille. Pendant ce temps, au centre de protection infantile, Isabella était assise dans une petite salle d'attente, serrant son sac à dos et se demandant pourquoi on l'avait séparée de sa maman. Elle avait pleuré pendant les 2 premières heures, mais maintenant elle était silencieuse avec cette résignation que seuls les enfants qui ont trop souffert peuvent montrer. Point ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque moment de son angoisse était enregistré par des caméras cachées qu'Alberto avait fait installer dans tout le bâtiment des jours auparavant. Isabella Moral demanda à une femme en blouse blanche qui entra dans la salle. « Je suis la docteure Patricia Vega. Je vais te poser quelques petites questions. »« D'accord ?» Isabella la regarda avec méfiance. Ces derniers jours, elle avait appris que les adultes ne disaient pas toujours la vérité et quelque chose dans le sourire forcé de cette femme la rendait nerveuse. « Je veux voir ma maman. » Ce fut tout ce qu'elle dit. La docteure Vega commença à poser des questions conçues pour amener Isabella à dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre elle ou contre Carmen. « Ta maman te laisse parler aux inconnus? Est-ce qu'elle t'a déjà frappé? Y a-t-il assez de nourriture chez vous? » Isabella, avec la sagesse instinctive des enfants, répondait par monosyllabes ou restait silencieuse. Elle savait que quelque chose n'allait pas, même si elle ne comprenait pas exactement quoi. Ce que la docteure Vega ne savait pas, c'est que chacune de ces questions manipulatrices était transmise en direct au bureau d'Alberto, où une équipe complète d'avocats spécialisés dans les droits des mineurs documentait chaque violation du protocole légal. Cette femme essaie clairement d'amener l'enfant à dire quelque chose d'incriminant, commenta l'avocat principal. C'est de la manipulation psychologique d'une mineure complètement illégale. Alberto observait tout avec un calme tendu. Il avait attendu exactement cela. Chaque mouvement de ses ennemis avait été anticipé. Chaque violation avait été prédite. Maintenant, il avait toutes les preuves dont il avait besoin, non seulement pour récupérer Isabella, mais pour détruire complètement le réseau de corruption qui avait osé toucher à cette enfant innocente. « Il est temps, » dit-il à son assistant. « Active le protocole Isabella. Je veux que dans les 30 prochaines minutes, chaque personne impliquée dans cette affaire se rende compte qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie. » Ce qui était sur le point de se passer changerait non seulement le destin d'Isabella et Carmen, mais la structure complète du pouvoir de la ville. Ce qu'Alberto montra à Carmen dans l'intimité de son bureau cet après-midi-là changea à jamais sa compréhension de ce qui se passait vraiment. Sur un mur complet d'écrans, Carmen put voir des documents, des photographies, des enregistrements audio et vidéo qui révélaient un réseau de corruption si étendu qu'elle en resta sans souffle. « Ce n'est pas seulement Isabella », lui expliqua Alberto d'une voix grave. « C'est tout un système conçu pour séparer les enfants des familles travailleuses et les remettre à des familles aisées qui paient des fortunes pour des adoptions rapides et sans question. » Carmen vit des photographies d'au moins 20 familles qui avaient perdu leurs enfants dans des circonstances similaires. Mères célibataires, familles d'immigrants, travailleurs à bas revenus. Tous avec la même histoire, une dénonciation fabriquée, une enquête biaisée et la perte irréversible de leurs enfants. La docteure Castillo n'est pas seulement une assistante sociale corrompue, continua Alberto. Elle est la coordinatrice de toute l'opération. Chaque enfant qu'elle sépare de sa famille lui génère une commission de 50 000 pesos. Mais pourquoi Isabella? Pourquoi nous? Demanda Carmen, la voix brisée. Alberto désigna un autre écran où l'on voyait clairement Doña Esperanza Ruiz dans une réunion secrète avec Roberto Maldonado. Parce que votre fille a eu le malheur de montrer de la bonté envers quelqu'un que ces gens considèrent comme indésirable. Et parce que Doña Esperanza est payée pour identifier les familles problématiques du quartier. Carmen ressentit un mélange d'horreur et de rage. Comment est-il possible que personne n'ait dénoncé cela avant? Alberto la regarda avec tristesse. Qui va croire une mère célibataire sans ressources contre un système qui inclut des docteurs, des policiers, des juges et des politiciens? Qui a le pouvoir d'enquêter sur ceux qui contrôlent la justice elle-même? À ce moment-là, Alberto activa un enregistrement qui glaça le sang de Carmen. C'était la voix du maire parlant au téléphone. Peu m'importe si la petite fille est heureuse avec sa mère. Nous avons une liste d'attente de familles qui paie très bien pour des filles de cet âge. Accélérez le processus. Carmen porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Il parle d'Isabella comme si c'était de la marchandise. Exactement, confirma Alberto. Pour eux, votre fille n'est pas une enfant avec des sentiments et des droits. C'est un produit de valeur qu'ils peuvent vendre au plus offrant. Alberto s'approcha de Carmen et posa une main paternelle sur son épaule. Mais c'est là que l'histoire change, car maintenant ils savent à qui ils ont affaire. Alberto activa un autre écran qui montra sa vraie identité,
Alberto Mendoza, PDG de la corporation Mendoza avec un patrimoine net de 2,3 milliards de pesos, propriétaire de chaînes d'hôtels, de médias et avec des connexions politiques qui remontaient jusqu'à la présidence du pays. Pendant 30 ans, j'ai construit cet empire, Carmen, et maintenant je vais utiliser chaque ressource, chaque contact, chaque peso pour m'assurer que ces gens paient pour ce qu'ils ont fait. Carmen le regarda avec un mélange d'étonnement et d'espoir renouvelé. Mais pourquoi? Pourquoi risqueriez-vous tant pour nous? Alberto sourit tendrement et pour la première fois Carmen vit l'homme vulnérable derrière le magnate puissant. Parce que votre fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié après des années de trahison et de déception, qu'il existe encore une bonté genuine dans ce monde, et cette bonté mérite d'être protégée à tout prix. Mais ce que ni Carmen ni Alberto ne savaient, c'est qu'à ce moment même, Roberto Maldonado exécutait la phase finale de son plan pour séparer Isabella de sa mère pour toujours. Carmen n'oublierait jamais le moment où son téléphone sonna à 3h47 du matin. La voix à l'autre bout était froide, calculatrice, et les mots qu'elle entendit la remplir d'une terreur qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. « Madame Morale, j'espère que vous avez compris l'avertissement d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas perdre votre fille pour toujours, vous feriez mieux de déménager de ce quartier avant vendredi. Il y a des familles qui savent mieux élever les enfants. » Les mains tremblantes, Carmen raccrocha le téléphone et courut dans la chambre d'Isabella pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle la trouva dormant paisiblement, serrant son peluche préféré, inconsciente du cauchemar qui se développait autour d'elle. Carmen s'assit au bord du lit et pleura en silence, se sentant plus seule et vulnérable que jamais depuis la mort de Miguel, son mari, 3 ans auparavant. Ce que Carmen ne savait pas, c'est que ce même appel avait été intercepté et enregistré par l'équipe de sécurité la plus sophistiquée du pays. Alberto avait fait de la protection d'Isabella et de sa mère sa priorité absolue, et chaque mouvement de ses ennemis était surveillé 24 heures sur 24. Dans son penthouse du 40e étage, entouré d'écrans montrant chaque angle du quartier, Alberto analysait chaque pièce du puzzle avec la précision d'un stratège militaire. Monsieur Mendoza l'informa à son chef de la sécurité. Nous avons identifié l'auteur de l'appel. C'est Roberto Maldonado, le même homme qui coordonne les adoptions illégales pour le réseau. Il a des connexions directes avec le maire et avec 3 juges de la famille. Alberto sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. C'était le sourire d'un prédateur qui avait trouvé sa proie. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur lui? Il a une fille du même âge qu'Isabella, monsieur. Elle étudie dans l'école la plus chère de la ville. Sa femme conduit une BMW de l'année et ils vivent dans un manoir qui coûte plus que ce qu'ils gagnent officiellement en 10 ans. Alberto resta pensif un moment. Intéressant. Un homme qui détruit des familles pour maintenir son propre style de vie. Tu ne trouves pas ça ironique? Pendant ce temps, Carmen avait pris une décision désespérée. Le lendemain, après avoir laissé Isabella à l'école, elle se dirigea vers la banque pour retirer ses économies. Si elle devait fuir la ville pour protéger sa fille, elle le ferait. Mais quand elle arriva au guichet, la caissière la regarda avec une expression confuse. « Désolé, Madame Morale, mais votre compte a été gelé par ordre judiciaire. Il y a une enquête en cours. » Carmen sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Sans argent, sans travail, car elle avait aussi renvoyé de l'hôpital avec une excuse fabriquée, et avec la menace constante de perdre Isabella, elle se sentait prise au piège dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Elle sortit de la banque en titubant et s'assit sur le même banc du parc où Isabella avait connu Alberto. Là, la tête entre les mains, elle se permit de pleurer tout le désespoir qu'elle avait retenu. « Excusez-moi, ça va ?» Carmen leva les yeux et se trouva face à un homme élégamment vêtu, aux cheveux argentés et aux yeux bleus qui lui semblèrent étrangement familiers. « Je suis Alberto Mendoza. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Carmen le regarda sans comprendre, mais quelque chose dans la tranquillité de sa voix lui donna un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours. « Nous nous connaissons. » Alberto s'assit à côté d'elle et sourit avec une chaleur genuine. « Votre fille Isabella m'a aidé l'autre jour. Maintenant, c'est mon tour de vous aider. » Ce qu'Alberto ne lui dit pas à ce moment-là, c'est qu'il avait déjà en sa possession suffisamment de preuves pour détruire complètement tous ceux impliqués dans la conspiration. Mais d'abord, il voulait que Carmen sache exactement contre quoi elle se battait. Ce qui arriva le lendemain dépassa les pires cauchemars de Carmen Morale. À 7h30 du matin, pendant qu'elle préparait le petit déjeuner d'Isabella, quelqu'un frappa à la porte avec une insistance qui lui donna la chair de poule. En ouvrant, elle se trouva face à 2 policiers à l'expression sérieuse et derrière une femme élégamment vêtue qui rayonnait d'autorité et de mépris à parts égales. « Madame Carmen Morale, » demanda l'officier le plus grand. « Nous avons reçu une plainte pour négligence infantile.
Votre fille a été vue interagissant avec des éléments dangereux du quartier. Carmen sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Négligence? De quoi parlez-vous? La femme s'avança avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis la docteure Victoria Castillo des services sociaux. Permettre à une mineure de s'approcher de vagabonds et de drogués constitue une forme grave de négligence parentale. Isabella apparut à la porte de la cuisine encore en pyjama, ses grands yeux pleins de confusion. « Maman, pourquoi il y a des policiers? J'ai fait quelque chose de mal ?» Carmen sentit son cœur se briser en voyant la peur dans les yeux de sa fille. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Va juste dans ta chambre pendant que je parle avec ces personnes. » Pendant l'heure suivante, Carmen fut soumise à un interrogatoire qui semblait spécifiquement conçu pour trouver des défauts là où il n'y en avait pas. On lui demanda ses horaires de travail, qui s'occupait d'Isabella quand elle n'était pas là, ses revenus, la discipline qu'elle appliquait à la maison. Chaque question semblait être un piège. Chaque réponse était questionnée comme si elle était insuffisante. « Et vous considérez approprié que votre fille s'approche d'inconnus sans supervision » insista la docteure Castillo. « Isabella est une enfant bonne qui a aidé quelqu'un qui semblait en avoir besoin. »« Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela » répondit Carmen en essayant de rester calme. « Ah, mais c'est là le problème » répliqua la femme d'un ton condescendant. « Une fillette de 8 ans n'a pas la capacité de distinguer entre une personne dans le besoin et un danger potentiel. C'est la responsabilité des parents. » Ce que Carmen ne savait pas, c'est qu'à ce moment même, à quelques rues de là, Alberto révisait les vidéos de sécurité de tout le quartier depuis le confort de son bureau exécutif. Ses contacts au gouvernement lui avaient obtenu l'accès à toutes les caméras de la zone et ce qu'il avait découvert le remplissait d'une fureur froide et calculatrice. La docteure Castillo n'était pas simplement une assistante sociale préoccupée. Elle faisait partie d'un réseau de corruption qui se consacrait à séparer les familles modestes de leurs enfants pour alimenter un système d'adoption frauduleuse qui générait des millions de pesos. « Monsieur Mendoza ?» lui dit son assistant personnel par téléphone. « Nous avons confirmé vos soupçons. La docteure Castillo a été impliquée dans au moins 12 cas similaires ces 2 dernières années. Des familles à faibles ressources qui perdent la garde de leurs enfants pour des raisons fabriquées. » Alberto serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. « Et qui est derrière tout ça? » « Un réseau qui remonte jusqu'au maire lui-même, monsieur. Il gagne des fortunes avec le trafic de mineurs déguisés en bien-être infantile. » À ce moment-là, Alberto prit une décision qui changerait tout. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Isabella et sa famille. Il s'agissait de détruire complètement ceux qui osaient faire du mal aux innocents pour leur propre bénéfice. Mais d'abord, il devait s'assurer que Carmen sache qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Personne ne pouvait imaginer que derrière ce vêtement sale et ce visage fatigué se cachait l'homme le plus puissant de toute la ville. Alberto Mendoza, le multimillionnaire qui avait construit un empire à partir de rien, marchait dans les rues comme un indigent de plus, cherchant quelque chose que l'argent n'avait pu lui acheter, une raison de continuer à vivre. À 58 ans, après avoir perdu sa femme dans un accident et vu ses propres enfants l'abandonner pour l'héritage, Alberto était arrivé à un point où chaque matin il se demandait si cela valait la peine de se lever du lit. Cet après-midi de mars, alors qu'il s'asseyait sur le banc du parc central avec ses vêtements en haillons et son panneau demandant de l'aide, Alberto ne cherchait pas d'argent. Il cherchait quelque chose de bien plus précieux, un signe qu'il existait encore une bonté genuine dans le monde. Pendant 3 jours, il avait été là, observant comment les gens passaient en évitant son regard, certains changeant même de trottoir pour ne pas s'approcher. Chaque geste de mépris était comme un coup de poignard de plus dans son cœur déjà blessé. Mais alors elle apparut, une fillette de pas plus de 8 ans avec des tresses ornées de rubans colorés et un sourire qui semblait illuminer tout le parc. Elle s'appelait Isabella. Et pendant que ses parents bavardaient distraitement sur un banc proche, elle avait remarqué le vieil homme triste qui était seul. Sans hésiter une seconde, Isabella courut vers Alberto. Elle sortit de son sac à dos un sandwich à la confiture que sa grand-mère lui avait préparé pour le goûter et le lui tendit avec la naturalité la plus pure du monde. « Monsieur, vous avez l'air triste. Ma grand-mère dit que quand on partage la nourriture, on partage aussi l'amour. » dit Isabella avec cette innocence que seuls les enfants possèdent. Alberto sentit ses yeux se remplir de larmes. Cela faisait des années que personne ne lui avait montré un geste si simple et si plein d'humanité. « Comment tu t'appelles, petit ange ?» parvint-il à lui demander la voix brisée. « Isabella Moral. Et vous, vous n'êtes pas seul, monsieur? Maintenant nous sommes amis. » Ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que ce simple acte de bonté venait de réveiller quelque chose de dangereux chez Alberto. Non seulement de la gratitude, mais une détermination de protéger cette famille de tout mal. Et ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que depuis la fenêtre du bâtiment d'en face,
Madame Esperanza Ruiz, la femme la plus commère, la plus pleine de préjugés du quartier, avait photographié toute la scène avec son téléphone portable. En moins de 5 minutes, cette image circulait dans tous les groupes WhatsApp du quartier avec un message venimeux qui changerait à jamais la vie de la famille Morale. Regardez le genre de gens avec qui cette famille apprend à sa fille à se lier d'amitié, écrivit Doña Esperanza en ajoutant plusieurs émojis de dégoût. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre quartier respectable? Cette nuit-là, pendant qu'Isabella racontait avec enthousiasme à ses parents son nouveau ami du parc, Miguel et Carmen Morale ne pouvaient pas imaginer qu'avait déjà commencé une tempête qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils croyaient savoir sur la bonté humaine et la justice. Mais ils ne savaient pas non plus qu'ils avaient gagné l'allié le plus puissant qu'ils auraient jamais pu imaginer.